Bonjour à tous. Donc du coup pour mon exposé, je vais vous présenter la cagoule, qui est un mouvement qui s'inscrit dans l'évolution de l'extrême droite en France. Euh, donc souvent ce genre de mouvements, ils sont assez diabolisés. C'est un peu comme si on parlait d'un monstre à un enfant, ça fait très surnaturel. Pas humain, alors que justement c'est très humain, c'est une part de l'humanité du coup qui s'exprime, pardon, et donc je trouve ça assez intéressant du coup de pouvoir se faire son opinion sur ce mouvement politique à travers du coup une lecture historique. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'avais envie de revenir sur quelques notions qu'il a fallu que moi-même je revoie pour vraiment bien aborder ce sujet. Donc d'abord la Troisième République, donc c'est un régime politique qui a été en vigueur environ de 1870 à 1940. Donc c'est une république qui a duré assez longtemps donc qui a survécu à la Grande Guerre de 14-18, mais qui succombe après à la défaite militaire de 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ensuite j'ai eu envie de revenir sur quelque chose qui paraît souvent très basique, très simple, la gauche et la droite politique. Donc en politique, les notions de droite et de gauche renvoient donc à la façon dont était disposée l'Assemblée nationale. Donc la droite a été investie, la droite de l'Assemblée nationale a été investie du coup par les royalistes et tous les partis soutenant la monarchie. Du coup, par opposition, la gauche de l'Assemblée a été occupée donc par tous les partis s'opposant à la monarchie. Donc en fait, le terme de droite est associé aux idéologies souhaitant la conservation du monde présent, et celui de gauche, les idéologies un peu plus contemporaines et un peu moins radicales. Donc du coup, quand on en vient à l'extrême droite est une notion qui désigne cette fois des idéologies qui cherchent à revenir vers un monde du passé, donc comme le royalisme. Et la notion du coup d'extrême gauche désigne des courants sociaux qui, de la même manière, se tournent vers des idéologies plus anciennes, donc comme le communisme. Ensuite, j'ai rajouté sur la slide trois autres notions, donc le nationalisme, le fascisme et l'anti-républicanisme. Je ne pense pas qu'elles nécessitent plus d'informations, mais je les mentionne quand même parce qu'elles vont faire partie des choses qui vont apparaître du coup un peu plus tard dans l'exposé. Donc maintenant je vais vous présenter du coup la cagoule. Donc son nom complet c'est l'Organisation secrète d'action révolutionnaire nationale. Donc on retrouve les termes secrète, donc qui renvoie à la clandestinité du mouvement qui arrivera un peu plus tard. On a révolutionnaire qui montre aussi l'impact des modèles nazis et fascistes sur la cagoule, et on a national, donc le nationalisme, donc qui prône l'intérêt national, donc l'identité nationale par rapport à l'intérêt individuel. Donc la cagoule voit le jour en 1935 en France, et ses figures principales, entre autres, sont Eugène Deloncle, qui est le chef national, et Jean Filol, que j'ai voulu mentionner parce que c'est l'homme de main et c'est une personnalité qui va être l'auteur de nombreux crimes du coup de ce mouvement. Donc leurs actions vont être des assassinats, des attentats à la bombe, du sabotage, du trafic d'armes, mais aussi de la déstabilisation politique qui du coup, on en revient à la clandestinité, va se faire de manière assez détournée. Donc on peut dégager deux objectifs assez clairs qui sont le renversement de la Troisième République et la mise en place d'un gouvernement d'extrême droite. Donc pour aborder les origines de ce mouvement, j'ai décidé de l'inscrire dans l'évolution de l'extrême droite de manière plus générale. Donc je suis revenue un peu en arrière pour comprendre les fondements de cette organisation. Donc toujours dans cette Troisième République, en 1885, la France traverse une crise économique et un homme va faire office de représentant d'un mécontentement généralisé, c'est le général Boulanger. Donc il va donner son nom en fait à cette crise, la crise du boulangisme. Donc ce mouvement va venir des bonapartistes et des militaristes qui forment à eux l'extrême droite déjà à cette époque, et déjà à ce moment-là on peut identifier un clivage qui va se représenter un peu plus tard. Donc on a
La différence en fait avec ceux qui veulent garder un régime républicain, donc ils veulent renverser le gouvernement présent, mais ils veulent garder le régime de la République. Et ensuite on a ceux qui appellent à renverser la République, donc ils veulent remplacer en fait ce régime-là. Donc cette troisième république, elle va survivre à cette crise, mais elle va être extrêmement fragilisée par une extrême droite très virulente. Ensuite, un deuxième événement va mettre l'extrême droite sur le devant de la scène, c'est l'affaire Dreyfus. L'antisémitisme va être omniprésent sur plusieurs plans, au niveau de la religion, au niveau de l'introduction du capitalisme, la peur du capitalisme avec Rothschild, et au niveau du racisme. Donc au niveau du fait que les différentes races ont été actées, qu'il y a différentes races. Et donc qui dit race supérieure et inférieure, puisque les humains ne savent rien faire sans hiérarchie. Donc ces deux événements représentent assez bien de quelle manière différente l'extrême droite a pu faire parler d'elle. Donc on voit aussi bien que l'extrême droite n'est pas un bloc, mais c'est en fait de nombreux mouvements et de nombreux courants de pensée qui se rejoignent et qui s'allient. Donc ensuite j'ai fait une petite progression dans le temps pour qu'on voit où l'extrême droite a pu mettre un peu sa patte. Donc en 1886, Édouard Drummond publie La France juive, qui est un ouvrage explicitement antisémite, mais qui va avoir un succès phénoménal en France. Et donc ça va montrer en fait qu'une grande partie des Français partagent ces opinions propagées par l'extrême droite. Donc ensuite, on va parler d'un grand penseur de l'extrême droite, qui est Charles Maurras, et qui exprime un refus de la démocratie parce que selon lui, cela rend la nation impuissante. En 1908, il fonde l'Action française, qui est un journal monarchique anti-parlementaire, et avec ce journal, il va se charger d'entretenir un climat de haine dans un pays où il y a déjà de grosses tensions avec le gouvernement. En 1922, on voit que Mussolini arrive au pouvoir en Italie, donc ça va aussi servir de modèle pour la cagoule, pour se former plus tard. Dans les années 30, on a une crise économique et morale. Morale dans le sens où les fondements de la République parlementaire vont être remis en question par la population, puisque selon eux, c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Donc cette situation va faciliter du coup la création de nombreuses ligues d'extrême droite, dont les Jeunesses Patriotes, la Solidarité Française et l'Association des Croix de Feu, qui regroupe des anciens combattants décorés pendant la guerre de 14-18. Et ensuite on voit en 1933 l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne, qui va aussi servir de modèle pour la cagoule. Donc on va aussi voir que on a une population qui ne fait plus confiance en son gouvernement, et le décès de Alexandre Stavisy, un escroc, va mettre du coup le feu aux poudres en 1934. Donc le 6 février 1934, une manifestation anti-parlementaire est organisée devant la Chambre des députés par de nombreux mouvements d'extrême droite, dont les Croix de Feu, dirigés par le lieutenant-colonel Delarocque. Mais il renonce à prendre la Chambre des députés et est considéré comme un traître, ce qui amène certains membres du mouvement de Charles Maurras à se séparer et à s'organiser autour d'un parti national révolutionnaire qui va donc représenter l'ossature de ce que va devenir la cagoule. Donc on va aborder les débuts de la cagoule qui vont se faire suite à l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Suite aux élections législatives, le Front populaire, qui est une alliance entre les radicaux, les socialistes et les communistes, va former un nouveau gouvernement dirigé par Léon Blum. Blum va être attaqué violemment par l'extrême droite, de par la profession juive de ses parents, qui, bien que lui ne soit pas pratiquant, et suite à une tentative d'assassinat par les monarchistes de l'Action française, Blum dissout toutes les ligues d'extrême droite. Et c'est comme ça que Deloncle et Villol vont entrer dans la clandestinité. Les membres de la cagoule sont principalement composés de cols blancs, d'ingénieurs, de cadres de l'industrie.
La structure de la cagoule est calquée sur celle de l'armée, avec un petit gouvernement civil et la formation de petits groupes de combat de 7 à 12 hommes armés et préparés pour l'insurrection. Donc vous avez du coup à l'écran Eugène Deloncle et Jean Filliol. Donc ce tout nouveau mouvement va devoir faire ses preuves, et pour cela il aura plusieurs occasions. En juillet 1936, l'Espagne sombre dans la guerre civile et le gouvernement républicain s'oppose aux nationalistes qui sont dirigés par Franco. Léon Blum adopte la non-intervention et la cagoule se saisit donc de l'opportunité pour se faire des amis en Espagne. Donc ils vont faire du trafic d'armes et du sabotage par rapport à l'aide aux républicains que peut faire la France. Ensuite, ils vont se faire financer par de nombreux industriels très puissants tels que Renault ou encore Michelin ou L'Oréal. Ils vont enfin infiltrer les cadres de l'armée en propageant cette idée de menace d'un putsch communiste. Donc ils vont essayer un peu de déstabiliser le gouvernement. Donc ensuite, pour justement déstabiliser le Front populaire, ils vont devoir prouver qu'ils peuvent abattre leurs ennemis afin de pouvoir trouver de nouveaux financements. Et c'est là qu'on va avoir beaucoup de meurtres, et donc on va en revenir à Jean Filliol, parce que c'était son rôle. Donc en 1937, on a 3 morts. On a 2 morts et 2 attentats. Donc on a Dimitri Navachine, qui est un économiste russe, qui est assassiné. Et ensuite on a Carlo Rosselli, qui est un antifasciste italien, qui est assassiné au nom de Mussolini, qui ensuite donnera des armes à la cagoule. En septembre 1937, on a 2 bombes qui sont posées à Paris, près de la place de l'Étoile. Et la cagoule va en fait tenter de faire accuser les communistes de ce crime, afin encore une fois de déstabiliser et de créer des tensions au gouvernement, et surtout d'influencer la population. C'est à partir de là, alors que tout semble se passer bien, que l'étau policier va se resserrer. Les policiers enquêtent sur la cagoule, mais ce n'est que le 16 septembre 1937, qu'à la suite d'une perquisition chez un leader de la cagoule, qu'une liste encodée avec les noms des adhérents et les actions du mouvement est découverte. Et c'est à partir de là que la cagoule est officiellement démembrée. Ensuite, dans la nuit du 15 au 16 novembre 1937, la cagoule tente le tout pour le tout. Ils tentent sur un coup de bluff d'enrôler l'armée avec eux dans un coup d'État, en informant l'état-major d'un putsch communiste. Leur objectif est de toucher les points névralgiques de la capitale, comme les ministères et l'Élysée. Malheureusement pour eux, l'armée ne bougera pas et la cagoule échoue. Le 24 novembre 1937, Eugène Deloncle est arrêté. Après tout cela, malgré les nombreuses découvertes avec les armes, les plans, ni le milieu politique ni la presse ne les prennent au sérieux. Ce n'est que plus tard, suite aux aveux d'un cagoulard, que l'opinion publique se rendra compte que toutes les atrocités, tous les meurtres, tous les attentats qui n'ont jamais été résolus sont en fait l'œuvre d'un seul et même mouvement, la cagoule. Dès 1940, les cagoulards vont profiter de la guerre pour se rendre utiles. Certains vont se tourner vers Pétain et le gouvernement de Vichy, ce qui permettra en fait à ces cagoulards de concrétiser enfin leur programme de l'extrême droite. D'ailleurs, Eugène dira notre programme est au gouvernement. D'autres vont décider de se diriger vers Londres et le général de Gaulle pour se battre pour la France libre. Les membres de la cagoule faisant partie du gouvernement de Pétain, donc du régime de Vichy, vont donc en profiter pour se faire justice. Max Dormoy, qui était chargé de démembrer la cagoule, fut assigné à résidence en 1941 et assassiné par une bombe sous son matelas. En 1942, Eugène sent la défaite des Allemands qui arrive et il tente de se retourner contre eux, mais il sera assassiné par la Gestapo en 1944. Il faudra attendre 1948 pour enfin assister au procès des cagoulards. Mais la plupart des leaders sont soit déjà morts, soit protégés par Franco en Espagne. Ce procès ressemblera plus à une mascarade qu'à de la justice. Les dossiers de police ont soit disparu ou alors ont été épurés pendant la guerre par les anciens cagoulards.
Les accusés sont décrits comme silencieux, apathiques, non concernés et d'une mauvaise foi assez affligeante. Et évidemment, lors du procès, l'armée dément tout contact entre eux et les membres de la cagoule. Ce procès n'aura en fait duré qu'un mois et le verdict est assez écœurant. Il y aura 11 acquittements, des peines d'emprisonnement fermes et le sursis pour tous les autres. La plupart des condamnés seront amnistiés en 1947 et récupérés par le grand groupe L'Oréal. Certains vont finir responsables de filiales. En Espagne, c'est le cas de Jean Filiol, mais aussi en France et aux États-Unis. Aux yeux de tous ces événements, pour le moins tragiques, il est légitime du coup de se demander ce qu'il en est de l'esprit de la cagoule. Après 1945, l'extrême droite collaborationniste est décimée et ne pourra sortir de sa clandestinité que pendant la guerre d'Algérie en 1961. Mais elle ne retrouvera un poids politique conséquent qu'en 1972 avec la création du Front National et avec son jeune Jean-Marie Le Pen. Dans ce parti politique vont se retrouver royalistes, nationalistes et néofascistes. Ils vont se refaire une santé, se donner un visage respectable et former un front uni et rassemblé. Leur popularité va aller jusqu'à un succès électoral sans précédent en 2002. Le Front National va récolter 17% des voix. Comme nous avons pu le voir, la cagoule s'inscrit dans l'évolution de l'extrême droite en France. Et encore aujourd'hui, les sujets les plus discutés restent le patriotisme, le nationalisme et l'immigration chez l'extrême droite. L'épisode de la cagoule est un avertissement à prendre très au sérieux quant au danger des groupes clandestins en quête de changements radicaux, souvent exprimés dans la violence. Ouais gros, c'est Fatal Bazooka. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, qu'une chose à faire gars, écoute ça. Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie. Savoie ou bien? Non ça va pas, mec c'est le bonheur, on gèle les grelots. Bordel et fait plus froid dans ton frigo. Un pied dehors direct, c'est la pharyngée. La morvonne et les microbes qui s'agitent. Alors écoute avant qu'il sera trop tard, avant que tu seras tout dur comme un surgelé picard. On n'est pas venu pour jouer les papapoules, mais un conseil mon gars, faut ta cagoule.